Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où nous allons vous faire un retour d'expérience de Weborama avec Coachbase. Merci à Coachbase de nous permettre de faire ce retour d'expérience. Je m'appelle Xavier Pestel, je suis Site Reliability Engineer chez Weborama. Je suis également YouTuber sous le nom de Xavki. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation découpée en 3 parties. Une première partie qui est dédiée plutôt à l'historique entre Weborama et Coachbase. Une deuxième partie qui est plutôt dédiée à notre quotidien avec Coachbase, comment ça facilite un petit peu notre travail. Et puis enfin, dans une dernière partie, vous allez voir, on va vous présenter sur quel future on est en train de travailler avec Coachbase. Alors, Coachbase et Weborama. Alors tout d'abord, Weborama, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui a été créée en 1998, qui travaille principalement avec les sites internet de type site d'actualité, e-commerce, etc. Le but, c'est de fournir à nos clients une meilleure connaissance de leurs clients à partir d'outils basés sur de l'IA sémantique, par exemple, et d'autres outils. Le but, c'est de permettre à nos clients, tout simplement, d'améliorer et d'optimiser leur campagne marketing. Alors pour ça, on fournit 4 services. Les insights, donc une meilleure connaissance des visiteurs qui visitent leur site. La segmentation, qui va permettre ensuite de regrouper les visiteurs par affinité. Et puis ensuite, l'activation, donc par rapport à ces segments, la possibilité de réaliser différentes actions, telles que du DSP, de l'ad server, etc. Et puis enfin, le measurement, c'est-à-dire que toutes ces actions qui ont été réalisées, on va permettre de calculer finalement un résultat obtenu ou non pour voir l'efficacité d'une campagne. Alors, Coachbase et Weborama, ça a commencé en 2015 avec la version 3 de Coachbase. Donc, vous voyez que ça démarre pas, ça commence pas depuis aujourd'hui. Actuellement, nous utilisons la version 6.6 de Coachbase en version Enterprise Edition. Également, nous avons du support auprès de Coachbase. Donc, vraiment un package qui, pour nous permet d'avoir une certaine garantie par rapport à nos données et la capacité à maintenir et à administrer ces données en toute sécurité. Alors, en termes de volume, qu'est-ce que ça représente? En production, nous disposons de 14 clusters Coachbase répartis on-premise sur nos data centers. Donc, on dispose de 2 data centers ou sur du cloud pour Coachbase, principalement du GCP. Alors, la particularité, c'est qu'une grosse partie de nos buckets stockent de la donnée sérialisée, des documents sérialisés, c'est-à-dire en format binaire, donc non lisible en tant que tel. Vous allez voir que ça a des incidences et on en reparlera notamment à la fin en termes de conclusion. Pour nous, c'est un point de travail et d'amélioration assez important possible. Alors, comment c'était avant Coachbase chez Weborama? Donc, on avait une suite en cascade, comme pas mal de sociétés qui processent de la donnée. Donc, une suite en cascade. Si on devait simplifier au maximum notre architecture, voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Une première partie, donc des applications plutôt frontales qui permettent de collecter l'information avec de fortes nécessités de latence réduite et de fortes charges d'écriture. Donc, du coup, avec des Redis en cache, mais en cache d'écriture, donc pas quelque chose qui est forcément simple à gérer et optimiser. Tout ça pour supporter principalement la charge. Ensuite, une deuxième série d'applicatifs qui permettait, lui, de reprendre ces informations-là et de les injecter dans une base de données NoSQL de type RIAC. Et enfin, une dernière vague d'applicatifs qui permettait, lui, de réaliser des calculs et de stocker ces éléments calculés dans un Redis. Donc, vous voyez, une architecture qui finalement n'était pas si simple que ça. C'est de cette architecture-là aussi qu'émane le fait que beaucoup de nos documents sont en format sérialisé. Donc, ça va nécessiter pour nous un certain travail, on va le voir. Et avec Coachbase, qu'est-ce que ça donne? Finalement, on a pu simplifier cette architecture avec principalement deux vagues d'applicatifs. Une première vague qui va écrire dans Coachbase et qui, grâce aux performances de Coachbase, va nous permettre d'écrire suffisamment rapidement les documents avec une faible latence. Ensuite, une deuxième série d'applicatifs qui va permettre de retravailler ces données dans de différents buckets et les écrire dans principalement un gros cluster, notre principal cluster Elasticsearch pour l'indexation et pour pouvoir ensuite requêter facilement les choses. Donc ça, c'est ce que nous allons aborder également à la fin de cette présentation. Vous allez voir qu'on a un travail qui est en train d'être mené sur ce domaine.
Alors bien sûr, les schémas que je viens de vous montrer sont ultra simplifiés. On utilise aussi beaucoup d'autres technologies à base de Kubernetes, du RabbitMQ, du Redis, du MySQL. Processer la data, voilà, ça nécessite beaucoup de cheminement. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué que ça, forcément ce que je viens de vous montrer. Alors, si on devait simplifier nos deux plus gros clusters et je dirais nos plus gros buckets, puisque sur les plus gros clusters, nous disposons que d'un ou deux buckets, eh bien, ces deux buckets principaux, on va dire, même si j'ai marqué cluster, c'est par bucket 2 milliards de documents. Donc, ça représente quand même une somme de documents à brasser pour que ce soit en lecture, mais également en écriture. Ça fait beaucoup d'écriture. Les pics en termes d'opérations par seconde, c'est 250 000 opérations par seconde, principalement en get. En set, donc en écriture, on va tourner autour de 60 000 opérations par seconde. Donc voilà, des clusters qui sont un peu sollicités. Ça représente également, pour ces buckets, ces principaux buckets, 1,5 Tera en mémoire par bucket, 4,5 Tera sur disque. Donc finalement, on a beaucoup de documents, mais des petits documents. C'est ça qu'il faut en conclure. Et un cluster, le principal cluster, qui représente 13 nœuds Couchbase. Alors, si on devait définir le stéréotype, on va dire, de nos serveurs, quand on a des serveurs physiques sur nos data centers, donc on parle du cluster, par exemple, qui dispose de 13 nœuds, eh bien, ces serveurs physiques, c'est quoi? C'est 192 Go de RAM par serveur, 48 cœurs, même si on les utilise assez peu, 1,5 Tera de disques répartis sur 4 disques SSD pour la performance, bien sûr, avec du RAID 0, toujours pour la performance, puisque du coup, Couchbase permet la réplication. Pour nous, le but était de se servir des disques, non pas pour la garantie de la donnée et la réplication, mais bien pour la performance. Et puis, ce sont des serveurs, soit des Dell ou des HP. Au niveau du cloud, là, la gestion est un petit peu différente. Au niveau du cloud, notre but, c'est de maîtriser la ressource utilisée au maximum pour minimiser les coûts. Donc pour ça, sur GCP, on utilise des custom instances où on va avoir 16 vCPU, 24 Go de RAM par instance et 2 disques SSD de 375 Go avec toujours du RAID 0 pour la performance, toujours en écriture. Alors, comment nous déployons Couchbase chez Weborama? Alors, il y a deux volets, hein, il y a le provisioning et la partie d'installation pure. En matière de provisioning, on est soit on-premise sur nos data centers, donc dans ce cas de figure, pour les serveurs physiques, il va y avoir la nécessité d'une action manuelle pour venir installer les serveurs, les brancher, ou en pré-production, le déploiement de machines virtuelles à partir de KVM. Sur du GCP, ça va être un petit peu différent. On va utiliser un couple Packer Terraform pour créer ce qu'on appelle des instances groupes. Une instance groupe repose sur une image template, un template d'image, et ça va nous permettre d'étendre notre instance groupe autant que souhaité en fonction de la charge qui est nécessaire en fonction du moment. Alors même si on ne fait pas réellement du scale dessus, ça permet des facilités. Ensuite, donc une fois qu'on dispose de machines, soit sur du data center ou du cloud, on utilise SaltStack pour installer simplement Couchbase Server plus ce qui tourne autour, c'est-à-dire les prérequis, par exemple le Transparent Use Page, par exemple le Swapiness, ou encore la mise en place du RAID 0, donc avec du LVM strippé, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on va réaliser avec SaltStack. Et puis, derrière, finalement, on s'arrête assez vite dans l'installation pour reprendre la main, c'est le cas de le dire, via l'interface graphique. Puisque pour nous, l'interface graphique, c'est un outil un peu de confiance. Certaines démarches, finalement, on ne les réalise pas si souvent que ça, c'est-à-dire créer un bucket, rajouter des nœuds, ce n'est pas des actions qu'on réalise si souvent que ça, même si on a plusieurs clusters, ce n'est pas des choses qu'on va réaliser quand même aussi souvent que ça. On va donc créer notre cluster, ajouter des nœuds dedans et mettre en place ce qu'on appelle le rack awareness de Couchbase, c'est-à-dire la capacité à regrouper les serveurs par éléments physiques de manière à avoir une distribution des partitions, des réplicas, des vbuckets de manière intelligente pour pouvoir, donc, soit en data center, on repose sur les racks ou sur les data centers eux-mêmes pour pouvoir avoir une distribution logique, soit au niveau du cloud sur les zones GCP.
La création de buckets également, on va le faire via l'interface graphique ou la création des utilisateurs. Alors les tâches du quotidien avec Couchbase, finalement, c'est des tâches qui sont assez variées, mais qui sont facilitées. Alors les premières tâches qui sont importantes, c'est l'upgrade. Là, vous voyez qu'on est en 6.6, on a hâte de passer en 7, mais ça demande voilà, de pas mal de tâches itératives, deux cas de figure, soit on est dans le cloud, soit on est en data center. Et donc, dans ces cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le cloud, on a la chance, c'est que je vous disais, on utilise les instances groupes, on va pouvoir étendre le cluster. Donc, on va ajouter une machine au cluster. Et en même temps qu'on ajoute cette machine, on va en supprimer une autre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Couchbase permet de faire, dans ce cas de figure-là, un swap rebalance, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qui est supprimé d'un côté et va l'ajouter de l'autre. Et du coup, on ne va pas avoir une redistribution complète des partitions sur l'ensemble du cluster. Donc ça, c'est assez intéressant puisque du coup, le rebalance va durer peu de temps. Sur les serveurs physiques, c'est un petit peu différent puisque du coup, on a une infra qui est plus rigide. On ne va pas pouvoir rajouter de nœuds, on n'a pas de serveur qu'on va pouvoir rajouter trop facilement. Donc du coup, on est obligé d'abord de supprimer un nœud. On le met à jour et ensuite on va venir le rajouter dans le cluster tout en en supprimant un autre pour pouvoir réaliser le rebalance. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, on va itérer autant de fois qu'on a de nœuds dans le cluster, voire plusieurs nœuds à la fois, 2 voire 3 nœuds d'un coup, suivant le nombre de réplicas dont on dispose et suivant l'impact, le risque d'impact que cela peut occasionner en termes de performance. Ensuite, on a le monitoring, qui est quelque chose vraiment du quotidien avec Couchbase. On a besoin de savoir comment se comportent nos clusters et nos buckets. Donc, Couchbase fournit une interface graphique qui déjà dispose de métriques, de logs et d'alerting. Donc, ce qui est très complet, et j'aurais tendance à dire, si des gens qui utilisent Couchbase n'ont pas d'outils de monitoring, ce qui ne doit pas être trop souvent le cas, ils peuvent pratiquement s'en passer grâce à tout ça. Nous, on dispose également d'une stack de monitoring à côté à base de Prometheus, de Grafana, de Thanos avec des exporteurs. Donc, on utilise cette partie-ci, plus de l'Alert Manager pour l'alerting. Alors, l'interface graphique de Couchbase fournit des graphiques qui varient d'échelle, donc que ce soit au niveau des nœuds, des buckets ou d'autres éléments d'information, avec la possibilité de varier l'échelle de temps sur laquelle on va travailler. Alors, les principales métriques que nous utilisons, les métriques système, bien sûr, donc la RAM, le CPU, le disque, le load average. On va également, donc, au niveau de Couchbase, utiliser, il y a plusieurs métriques essentielles, mais la principale pour nous, une des principales pour nous, c'est le resident ratio, donc c'est-à-dire c'est le nombre de documents en mémoire, accessibles en mémoire. Le but, c'est d'être supérieur à 20% pour nous, même si au fur et à mesure des évolutions, on a beaucoup de buckets pour lesquels on a pratiquement 100% des documents en mémoire, voire 100% en mémoire. Deuxième métrique importante, le cache miss ratio. Là, c'est une métrique qui est très importante. Pourquoi? C'est le nombre de documents, le nombre de fois on va aller chercher des documents en get, donc en lecture, sur disque. Donc quelque chose où ça va être coûteux. Et donc du coup, voilà, le but c'est d'être à 0. On est très souvent à 0, mais des fois, voilà, on peut avoir des comportements anormaux. On suit également la queue d'écriture disque qui, par voie de conséquence, en cascade, peut occasionner, donc qui dit une écriture sur disque lente, dit parfois une sortie de documents en mémoire lente, et du coup de nouvelles écritures en mémoire qui peuvent mettre un peu plus de temps. Plus les volumes de get et de set, qui est très important pour nous de voir comment se comporte un bucket, voir quel est son profil, est-ce qu'on est dans un comportement normal ou anormal du point de vue applicatif qui injecte de l'information, qui récupère de l'information, et puis le nombre d'éjections par seconde. L'alerting, on l'utilise principalement sur incident avec les logs. Donc les logs via l'interface graphique qui nous permet de retracer l'incident et de voir un petit peu où on en est arrivé, est-ce qu'on a besoin d'intervenir, de réaliser des choses, etc. Et Couchbase fournit aussi de l'alerting par mail. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très sympathique pour doubler l'alerting dont on dispose en interne, on va dire l'alerting maison. Et donc, on va recevoir une alerte par mail si nécessaire. Et ensuite, au niveau du support, puisque je vous disais qu'on utilisait le support, si on ouvre un ticket d'incident ou d'analyse diagnostique, eh bien, on va pouvoir renseigner, vous voyez tout en bas ici, on va pouvoir renseigner directement le numéro de ticket qu'on a ouvert donc, sur la plateforme Couchbase, de support Couchbase. Et du coup, si les nœuds dont on dispose
ont accès directement à cette plateforme, et bien du coup, ils vont pouvoir envoyer directement leurs logs dessus. Sinon, on va pouvoir collecter ces logs au niveau des serveurs et les compresser et les envoyer. Au niveau donc de notre stack d'observabilité en interne, tout est déployé sur Kube, donc c'est-à-dire que même si nos clusters Couchbase sont sur des machines physiques et ne sont pas dans Kube, eh bien on va pouvoir récupérer les informations grâce au Couchbase Exporter, dans notre cas de figure, puisqu'on utilise Prometheus, récupérer les informations en format OpenMetrics, les stocker. Et donc, ça, pour nous, c'est quelque chose qui est assez important pour pouvoir ensuite l'exploiter avec Grafana. Donc, Grafana, on a un dashboard spécifique qui a été élaboré par quelqu'un de chez nous, avec les principales informations qu'on va pouvoir faire varier par bucket, par cluster. Est-ce qu'on a besoin de rebalance? Est-ce qu'on a des nœuds qui sont en dehors du cluster? Donc ça, c'est quelque chose qui est bien sûr très important. Généralement, on a quand même une alerte à côté au niveau de Couchbase également. Et du coup, des éléments de métrique classique, la mémoire, le CPU, le nombre de documents, la taille des documents également, on va pouvoir voir des variations, l'utilisation de la mémoire aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous de voir un petit peu comment on se situe sur l'utilisation de la mémoire, est-ce qu'on en a encore à disposition, et les variations au niveau du disque, vous voyez que ça peut être important, hein, on est presque sur une variation d'un téra sur quelques heures, voir des comportements un petit peu anormaux, le fameux resident ratio qui est quand même une donnée essentielle, donc là aussi on va avoir des informations, et puis le nombre de get et de set aussi, très important. On va pouvoir suivre le nombre de réplicas, la queue d'écriture disque, vous voyez ici par exemple on a 8 millions de documents qui ont une attente d'écriture disque, donc ça peut avoir des incidences assez importantes comme je vous disais, remonter jusqu'à la mémoire éventuellement. On utilise pour un de nos clusters, le Cross Data Center Replication, le XDCR, donc voir les lags entre la réplication entre deux clusters, un qui est situé dans un data center, l'autre data center, voir comment ça se comporte, et puis le nombre de connexions, ça peut aussi révéler un mauvais comportement peut-être parfois côté applicatif. Les principales alertes qu'on a mis en place, des alertes au niveau des nœuds, des clusters et des buckets, donc là voilà quelque chose assez simple, où on va retrouver donc la santé des nœuds, est-ce qu'ils sont dans le cluster ou pas. Donc là, on déclenche des alertes avec certains seuils et sur une certaine durée. Le cluster, est-ce qu'il a besoin d'un rebalance? Le bucket, par exemple, on retrouve le resident ratio. S'il est trop bas, on va recevoir une alerte. Il va falloir intervenir, voir si on étend un cluster, etc. Les problèmes d'écriture aussi très importants et les problèmes de synchronisation de cross data center. Donc, en guise de conclusion, je vous propose de découvrir un petit peu sur quoi nous travaillons actuellement pour améliorer donc, notre infrastructure grâce notamment à repenser les choses pour capitaliser un petit peu plus sur Couchbase. Donc, première chose, voilà, vous voyez qu'on cherche à supprimer cette partie qui était dépendante d'Elasticsearch, donc d'un point de vue indexation. Et le but, c'est d'utiliser Couchbase aussi en matière d'indexation et de requêting. Mais ça nécessite d'autres évolutions, puisque comme je vous disais, jusqu'ici, nous utilisons principalement des documents en format sérialisé. Alors même si ça va nous apporter voilà, une réduction en matière de ressources possible, puisque là, on parle sur nos principaux clusters de 30 serveurs Couchbase en production, 37 serveurs dédiés à Elasticsearch. Donc, si on fusionne l'ensemble, il y a certainement moyen de réduire la ressource, aussi de réduire le nombre de buckets, donc de la maintenance qui va être facilitée et allégée. Par contre, pour nous, ça nécessite de retravailler les choses dans leur ensemble. On n'utilise que le service data, donc il va nous falloir le service query, le service d'indexation également. Et donc, un travail au niveau du code pour passer d'un mode sérialisé à un mode désérialisé, donc en format JSON pour pouvoir le requêter et l'indexer. Derrière, il va falloir aussi également donc, revoir le process de data dans son ensemble, de manière à capitaliser au maximum, et faire un choix entre le type d'indexation, soit du Global Secondary Index ou du Full Text Search, suivant les cas de figure. Donc pour ça, on travaille avec Couchbase étroitement pour revoir les choses, surtout qu'on travaille sur des volumes de documents de plusieurs milliards. Donc du coup, l'impact en termes de ressources est plus difficile à évaluer. Et puis également, pour nous, voilà, on a un petit peu hâte de faire évoluer nos services pour utiliser le mode de requête, donc le langage de requête de Couchbase, le N1QL, qui est très sympathique pour ça.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. Merci à Coachbase de nous avoir invités. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà.